Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Profitez d'Entrepreneur à la une avec WeFcash. مع WeFcash عشرتنا خير. Bienvenue sur CETV, la chaîne télé du Club Entrepreneur. Aujourd'hui, nous sommes au sein de la galerie Musk & Humble. Je vous rappelle que notre émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube, le Club Entrepreneur Télé, ainsi que sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine, sans oublier le site web leclubentrepreneur.tn. Alors, qui est notre invitée aujourd'hui? Elle a été majeure de promo à IHEC Carthage. Elle a obtenu une bourse pour aller poursuivre ses études à HEC Montréal, où elle a obtenu un master et un doctorat. Elle a commencé sa carrière professionnelle à Londres au sein de l'University of Greenwich. Par la suite, elle a basculé pour rejoindre OHAL du groupe WPP. Elle a commencé en tant que Project Manager pour gravir les échelons. Et au bout de 10 ans, elle a décidé de rentrer, elle et son mari, en Tunisie pour ouvrir son propre business. Notre invitée aujourd'hui, c'est Ramla Jarrar, présidente et cofondatrice de Mass Analytics. Ramla Jarrar, bienvenue. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, cette émission va s'articuler en deux parties. Dans la deuxième partie, on va parler de vous. Et pour commencer, on va découvrir un peu plus Mass Analytics. Alors, Mass Analytics vient d'un défi, en fait, de tous les marketeurs. C'est de pouvoir quantifier des choses qui ne sont pas toujours quantifiables. C'est-à-dire véritablement une problématique de conversion et de taux d'audience. Absolument. Donc ça, c'est la problématique à laquelle on répond. Aujourd'hui, c'est facile de mesurer le nombre d'impressions, le nombre de clics, le nombre de personnes qui ont regardé un spot télévisé. Mais le plus important et le plus intéressant pour les marques, c'est un peu de mesurer l'impact de ces impressions sur les ventes. Donc nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est comment ces impressions, ces clics, cet investissement sur plusieurs canaux se traduisent en termes de ventes concrètes pour la marque. Et c'est là le défi que nous essayons de relever, en fait. Comment ça marche, en fait ? En fait, c'est des modèles statistiques. Le cadre dans lequel on s'inscrit s'appelle le Marketing Mix Modeling. C'est un peu de l'art et de la science qui se base sur les modèles de régression pour être un peu plus technique, pour justement essayer de regarder toutes les corrélations qui existent entre toutes les variables marketing, les facteurs externes et les ventes, et d'essayer justement d'estimer l'impact de ces facteurs-là en isolation des facteurs externes et des autres aspects de la compétition aussi. Pour entrer un peu plus dans le détail, à partir du moment où quelqu'un va sur un site internet ou sur une publicité sur Facebook, il atterrit sur une landing page, là, plus ou moins, c'est facile de pouvoir suivre jusqu'à ce qu'il atteint le reach, le lead, en fait, et il vend. Mais que quelqu'un regarde un spot à la télé, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est à partir du fait qu'il ait regardé le spot à la télé que la vente s'est faite? En fait, même dans le premier cas, c'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, s'il y a une personne sur le cadre digital, elle regarde une publicité digitale, ce qu'on va savoir, c'est le nombre d'impressions, le nombre de clics. Mais ce qui reste aussi à vérifier, est-ce que ce clic qui a engendré la vente, est-ce qu'il vient seulement de ce clic ou est-ce qu'il y a peut-être un autre canal auquel le même consommateur a été exposé qui a aussi contribué à la conversion. D'accord. Donc même dans le milieu digital, ça reste toujours très difficile de prouver l'impact parce que ce que vous avez dit, nous on l'appelle d'une façon technique, c'est last click. Ça veut dire que tu donnes le crédit au dernier clic. Et on sait que c'est pas toute l'histoire parce que la marque aujourd'hui, elle diffuse de la publicité sur plusieurs canaux et ces canaux travaillent en même temps pour justement générer une conversion. Donc ce qu'on fait, les modèles qu'on fait vont essayer de nous dire c'est quoi l'impact de chacun de ces facteurs-là. Pour revenir à la deuxième partie de ta question, en fait, pour la télévision, on a les GRP.
Okay, donc la GRP, c'est une mesure d'audience assez connue qui mesure un peu le number of pair of eyes, donc combien de personnes, pas de personnes, mais de pair of eyes qui ont été exposées à la publicité. Et donc nous, on a ces données de GRP et on regarde un horizon historique assez large, donc à peu près 3 années de données, donc ce qui te fait à peu près 152 points de données. Tu essaies un peu de corréler les variations de ces GRP-là par rapport aux variations de vos ventes, tout en contrôlant pour les autres facteurs. Donc, tu as, dans le même modèle, tu as le display ad, tu as le search, tu as le TikTok, tu as le influencers, tu as les activités de la compétition, tu as l'économie, et tu essaies un peu de regarder quand est-ce que ça monte, quand est-ce que ça descend, et tu utilises des méthodes qui te permettent un peu de désentangle ces effets-là, donc de les séparer pour dire exactement ça c'est l'effet TV, ça c'est l'effet TikTok, et là c'est l'effet TikTok plus, par exemple, télévision. Donc, il y a aussi les effets de synergie qu'on peut aussi dégager de ce genre de méthodologie. Mais est-ce que ça marche que lorsque j'achète sur le web? Si je vais dans un magasin qui utilise un produit que vous traquez, que vous suivez, et que je vais directement au magasin et que j'achète le produit, comment est-ce qu'on peut savoir que cette vente elle est venue d'une manière spontanée ou j'ai déjà été voilà. Dans le pipe? En fait, le marketing mix modeling is omnichannel. Donc, du coup, on peut regarder l'impact de la publicité offline et online sur les ventes online et la publicité et l'impact de la publicité offline et online sur la vente offline. Donc, si, par exemple, on prend n'importe quel retailer, donc les plus gros retailers aujourd'hui travaillent sur 2 canaux. Donc, ils ont les brick and mortars, donc ils ont les stores physiques et tu as aussi le site e-commerce. Donc, cette méthodologie te permet de voir l'impact des deux. Donc, par exemple, on a travaillé sur un très grand retailer dernièrement et on a prouvé que, par exemple, le Facebook, qui selon eux, c'est un média qui va travailler plus sur la conversion en ligne. Ce qu'on a découvert que ça a un très grand impact sur les gens qui vont aller acheter en magasin. Et c'est encore la même méthodologie parce qu'on va corréler les impressions Facebook avec les ventes au niveau des magasins de ce retailer pour justement en dégager l'impact. En quoi est-ce que ce que vous êtes en train de faire là actuellement via Massalytics, c'est un game changer? Aujourd'hui, quand la marque investit de l'argent au niveau de plusieurs canaux, okay? Aujourd'hui, comment on peut mesurer l'impact? Justement, pour répondre à tes questions, l'impact de l'online sur le offline, l'impact du offline sur le offline, ok? La synergie entre le online et l'offline. Séparer l'impact de la TV, de celui de la radio, de celui de la presse, de celui de TikTok, de celui de Meta, de celui de Instagram. Comment on peut faire ça? Aujourd'hui, il n'y a aucune méthode qui te permet de faire ça. Parfois, les marques croient qu'elles ont une façon de mesurer. Mais quand tu me dis, par exemple, j'ai engagé une influenceuse et cette influenceuse a généré tel nombre de ventes, ok? Qui te dit que ces ventes-là sont incrémentales? Qu'est-ce que cela veut dire incrémental? Peut-être que ces personnes-là seraient venues de toutes les façons, même s'il n'y avait pas cette intervention de cette influenceuse ou de cet influenceur. Donc, la question à laquelle on répond, c'est comment vraiment ces impressions et ces clics et ces GRP se traduisent en termes de vente. Donc moi, je peux te dire que j'ai une émission extraordinaire, que j'ai de l'audimat extraordinaire, et donc du coup, tu vas placer un spot publicitaire dans cette émission, ok? Tu vas et celui qui génère l'émission va te dire bon voilà, on a eu un très bon audimat, etc., etc., et que forcément tu vas avoir de la vente. Il ne peut pas prouver ça. Nous, on peut prouver ça. En fait, il y a un maillon invisible qui n'est pas mesuré, qui est le passage entre le clic, l'impression et l'exposure à la vente. Nous, on vient pour justement remédier à ce gap-là et te dire exactement est-ce que ces impressions, est-ce que cet audimat s'est vraiment traduit en termes de vente de court terme et de long terme. Ouais, c'est un business intelligence qui est très très développé. Vous devez être maintenant la hantise des patrons de chaînes de télé, des marketeurs et de tous ceux qui essaient de vendre de la publicité sur des médias parce que finalement, vous les traquez, mais d'une manière complètement... C'est un peu ça, mais moi je préfère dire que c'est des partenaires en fait. Parce que quand tu as de la mesure, tu as intérêt à l'avoir pour to improve, pour améliorer les choses. Donc si on y va sans mesure, ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas pas pouvoir
improve your program. Donc, je crois que c'est très important, ce partenariat, et même par exemple les agences médias aussi, ils peuvent aussi nous regarder comme étant des gens qui vont un peu contrôler l'achat média. Ils vont te dire, moi, mon expertise, c'est d'acheter du média, toi, tu vas mesurer le média, et donc c'est comme si que tu n'es pas en train de prendre en considération mon expertise. Non, c'est pas le cas. Moi, ce que je dis aux agences médias quand on travaille avec eux, votre perspective est très importante, parce que nous, on voit des variables. Par exemple, je regarde une variable search, ok, sur Google, et je vois que par exemple, elle a commencé à avoir des petites variations, et après, par rapport à un moment donné, il y a un surge au niveau du search. Donc là, la première chose que je vais essayer de voir, partir vers l'agence média de mon client pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu un changement de stratégie qui a fait que j'ai eu un surge au niveau du search? Et donc, quand je mesure ça, et quand, par exemple, ce changement de stratégie qui a été confirmé par l'agence donne ses fruits par rapport à la vente, là, ça veut dire que c'était une stratégie gagnante. Et ce que je vais demander au client, c'est d'en faire beaucoup plus. Et l'agence va avoir un outil qui a finalement mesuré le changement de stratégie qui était justement successful for the brand. Donc moi, je préfère regarder notre métier comme étant un métier où on a intérêt à être partenaire parce que l'agence média va me donner le contexte, les données vont être justement dérivées des publishers et at the end of the day, on cherche tous le bien-être et du client. Donc, on a intérêt à travailler ensemble pour améliorer nos process, pour justement apporter de la valeur au client. Donc, moi, je préfère dire que notre métier, c'est un métier qui travaille justement pour donner de la valeur plutôt que de contrôler ou bien de faire de l'audit. On n'est pas dans ça. Autre problématique, vous travaillez avec des multinationales. Oui. Et je suppose que je prends une multinationale X, elle va utiliser votre logiciel, elle va faire appel à votre agence pour suivre la vente d'un produit, mais ce produit se vend aux États-Unis, se vend en France, se vend au Japon, se vend en Tunisie, se vend en Afrique du Sud, et partout dans le monde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle peut utiliser ce produit pour tout traquer et pouvoir gérer les budgets sur tous les marchés sur lesquels elle est présente? Oui, si ces marchés sont modélisés. Et parfois, les marques n'ont pas les moyens de modéliser tous les pays parce que ça coûte quand même très cher. Le marketing mix modeling, c'est pas donné. Donc il y a un budget conséquent par rapport à ces analyses-là. Par contre, les marques universelles, je peux pas mentionner des noms, mais les marques qui vendent leurs produits sur plusieurs pays, ce qu'elles vont faire généralement, c'est qu'elles vont partager les pays en tiers. Donc tier 1, tier 2, tier 3. Et généralement, la modélisation, c'est pour le tier 1. Le tier 1, généralement, c'est les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Okay. Après, tu as le tier 2 et après, tu as le tier 3. Donc, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est un peu de modéliser ces pays-là. Donc, tu vas avoir des modèles au niveau de chaque pays. Vous avez modélisé la Tunisie, étant donné que c'est le premier pays sur lequel vous avez travaillé. Vous voulez une réponse honnête? Oui. Je crois que, à part deux marques, malheureusement, je peux pas les citer, mais j'aimerais bien les citer, à part deux marques qui ont cru à ce qu'on fait, on a travaillé 2 fois en Tunisie. Parce que en Tunisie, malheureusement, on n'est pas encore dans le stade où on accepte ce genre de méthodologie. D'abord, il y a la résistance au changement. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Je ne comprends pas. C'est très compliqué. Donc, du coup, je ferme. C'est moins de tracas, moins de problèmes, etc., etc. Certaines marques, en fait, nous ont vus comme étant des auditeurs. Donc, le directeur marketing va essayer de se protéger contre nous. Alors que, par exemple, si on parle avec les CMO à l'échelle internationale, pour eux, on est leur partenaire. Donc, on est là pour les aider. Et encore, une fois, ces marques-là, pour moi, j'ai beaucoup de sympathie, beaucoup d'amour pour eux parce qu'ils ont cru à nous quand on était très petits. Ils nous ont donné ces marchés-là et ils ont vraiment appliqué nos recommandations. Et d'ailleurs, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, étaient des personnes très smart, très brillantes et j'ai adoré faire ce travail avec eux. Mais à part ces deux marques-là, je crois que la Tunisie n'est pas encore pour nous. Elle travaille encore avec vous, ces marques-là? Non, en fait, il y a eu de changements de management. Donc, le changement de management n'a pas vraiment... voulu conserver ce genre de mesures et donc du coup le contrat a été donc on a terminé le contrat qui était en place et ça n'a pas été renouvelé. Il faut vraiment croire dans son produit, dans son projet pour pouvoir sortir de ça parce que démarrer un produit et démarrer une entreprise en Tunisie pour pouvoir ramener des idées novatrices et rentrer dans le mur et résister et se dire bon ok ça marche pas ici, j'élève, je vais regarder ailleurs.
ça a dû demander un courage incroyable. Oui, absolument. Vous deux, les cofondateurs. Oui, absolument. Firas et moi avons beaucoup souffert. En fait, ça a duré au moins 5 ans, cette phase. C'est pas une phase courte. Tu peux regarder toutes les marques tunisiennes. Bon, il y en a pas beaucoup qui font de la publicité à grande échelle. Tu prends cette liste-là, on a frappé aux portes de chacune d'elles, sans exception. Et le refus était toujours là. Et peut-être l'argument qui m'a le plus marqué, moi, Firas me dit que je parle beaucoup avec passion et beaucoup d'émotions, mais là, je vais le dire. Ce qui m'a le plus touché, c'est qu'on te dit, tu sais, toi, tu viens de l'Angleterre, tu comprends rien au marché tunisien. Le marché tunisien, il est très compliqué. On n'a pas la data, on est très différent. Tu crois que parce que tu as travaillé avec les plus grandes marques internationales, que tu vas te positionner en donneur de leçons. Donc c'est un peu ça le langage. Et moi, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. On s'est jamais positionné en donneur de leçons. Au contraire, on voulait aider ces marques tunisiennes. On voulait justement reposer notre business model sur eux. Mais elles ont fermé les portes, toutes, sans exception. On en a frappé. Et à un moment donné, je me rappelle, je suis partie dans un des salons de thé avec Firas. On s'est regardé mutuellement. On s'est dit, qu'est-ce qui marche pas? Il y a sûrement quelque chose qui ne marche pas. Ça ne peut pas continuer comme ça et on doit changer. Et c'est là où on a décidé, bon voilà, je crois qu'on doit changer de perspective, on doit revenir sur d'autres marchés. Donc pour moi, c'était beaucoup plus facile de convaincre des clients aux États-Unis acheter nos produits que de convaincre nos propres compatriotes tunisiens. Ça me fait beaucoup de mal de le dire, mais c'est ça, c'est la réalité. C'est d'autant plus fou que votre expertise permettrait, par exemple, de gérer une campagne, par exemple, de tourisme tunisien sur des marchés européens et américains, ou vendre de l'huile d'olive sur des marchés européens et américains, ou n'importe quel produit qui s'exporte d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec des outils qu'on a l'habitude de voir et avec la manière classique qu'on a l'habitude de regarder. Oui, absolument. Mais on sait tous que changer les mentalités, c'est la chose la plus dure en fait. Par exemple, si je regarde les deux marques avec lesquelles on a travaillé. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence finalement? Parce que les personnes qui ont commissionné ces marchés, ce service-là, c'était des personnes visionnaires. Et c'est des personnes qui sont très connues et qui ont même occupé des postes très grands au niveau de la Tunisie. Ces personnes visionnaires qui ont compris en fait de quoi il s'agit, qui ont compris la valeur de la chose et qui ont vraiment donné le mot d'ordre à leurs équipes pour nous fournir toutes les données nécessaires pour mener à bout ces projets-là. Donc, je crois que cette volonté doit émaner de la personne qui, justement, va parrainer ce projet et que si tu n'as pas cette mentalité de « je veux essayer de nouvelles choses, je veux m'ouvrir aux nouvelles technologies, je veux m'ouvrir aux nouvelles choses qui sont pratiquées », le marketing mixed mode n'est pas né l'année dernière. C'est depuis les années 60 que ça existe. Donc, ça a vraiment apporté ses preuves. Aujourd'hui, tu regardes un peu au niveau international, la dernière publication au niveau de Gartner de Forrester, ils te disent que 45% des CMO dans le monde disent que le marketing mixed mode est le seul outil qui leur permet justement de gérer leur business et de gérer leur budget média. Donc, on ne peut pas être en Tunisie différent de ces personnes-là. Mais va l'expliquer. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire un peu, c'est que au lieu de waste our time pour convaincre ces marques-là, donc on a dit, bon, on va aller sur les marchés qui, peut-être, vont nous comprendre mieux. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Bon, on a beaucoup parlé de Mass Analytics. On a un petit peu parlé de vous. On va essayer de nous concentrer un petit peu plus sur votre parcours personnel tout de suite après ceci. Avec Wefcash, envoyez et recevez de l'argent partout en Tunisie. Recevez votre argent de l'étranger en toute sécurité. Payez vos factures sans frais. Entrepreneurs, saisissez votre chance. Rejoignez le réseau Wefcash. Ouvrez votre propre agence dès aujourd'hui. Appelez le 36 031 818. Ma Wefcash, عشرتنا خير.
Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Profitez d'Entrepreneur à la une avec WFEcash. مع WFEcash عشرتنا خير. Deuxième partie de l'émission avec notre invitée Ramla Jarrar. Je rappelle que cette émission est enregistrée à la galerie Musk and Amber, qu'elle est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube du Le Club Entrepreneur TV, également sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et le site web leclubentrepreneur.tn. Maintenant, on va s'intéresser donc beaucoup plus à vous, sur votre parcours. Et ça a commencé avec IHEC Tunis, avant d'aller à HEC Montréal. Donc vous étiez boursière du gouvernement tunisien. Oui. Voilà. Oui, donc le parcours a commencé à IHEC Tunis. Je voudrais saluer tous les profs qu'on a eu à IHEC Carthage. Je crois que sans eux, aujourd'hui, Ramla ne serait pas Ramla. On doit toujours être très reconnaissant à ces professeurs-là qui ont donné de leur temps, de leur expertise pour faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Après, donc j'ai eu justement la bourse d'État tunisien pour aller... J'étais major de promo, d'ailleurs. J'étais major de promotion. Donc à l'époque, en fait, les bourses, non seulement il fallait être major de promo à l'IHEC, mais il faut être premier au niveau du classement national, donc sur toutes les écoles de gestion. Parce qu'il y avait seulement 2 bourses au Canada. Donc, pour le marketing, j'étais spécialisée en marketing. Donc, je suis partie à HEC Montréal. Donc, je crois que peut-être la première chose qui m'a sidérée ou bien qui m'a choquée à HEC Montréal, c'est qu'en fait, venant de la Tunisie, majeure de promotion, je croyais que j'ai tout su, je connais tout. Donc là, rebelote parce que tu te rends compte que c'est pas seulement de la théorie, parce on fait beaucoup de théorie dans ce qu'on fait, dans le système d'éducation tunisien. Quand tu pars en Montréal, tu vois une autre perspective, donc des gens qui présentent bien, qui parlent bien. Moi, j'ai jamais fait aucune présentation PowerPoint de ma vie à cette époque-là. On n'avait même pas d'internet à l'époque. Et là, c'est le choc culturel en fait. Comment ces personnes-là arrivent à justement être très confortables à parler en public et tout. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est des maths et des stats appliqués au marketing. Donc là, c'était un peu la première chose que j'ai dû faire, c'est un peu de rattrapage par rapport à ça, travailler beaucoup sur cet aspect soft skills qui manquait à ma formation pour que justement je puisse être compétitive. Donc heureusement, j'ai pu terminer mon doctorat. À l'époque, j'ai connu mon mari d'aujourd'hui, qui s'appelle Firas. Donc il faisait lui aussi son doctorat à l'université McGill et il a eu un boulot à Londres, donc il est parti à Londres. Donc là, j'ai rejoint Firas et mon premier boulot, mon premier travail, c'était l'université de Greenwich. Donc j'étais senior lecturer, marketing and data science. Et là, j'ai réalisé un peu les lacunes que j'avais. Et moi, j'aime pas avoir beaucoup de lacunes. Donc c'est vrai que côté enseignement, ça passait, mais je sentais que je ne donnais pas la plus-value à mes étudiants. Donc j'ai décidé après un an de quitter l'université et d'aller chercher un travail hors académique. Et donc là, la découverte, c'est que j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle le marketing mix modeling. J'ai jamais entendu parler de ça. Et pour moi, it was the holy grail, parce que en fait, moi j'aime beaucoup les statistiques et les maths, et j'aime beaucoup le côté marketing, côté communication. Et donc le marketing mix modeling, c'était le métier qui allie ces deux disciplines. Donc quand tu fais de la mesure qui repose sur des statistiques pour les marketing. Donc moi, mes clients, c'est les marketeurs, c'est les CMO. D'accord? Et j'utilise des méthodes statistiques. Et donc là, c'était la découverte. Donc j'ai fait 10 ans avec WPP, qui est une des plus grandes boîtes de communication dans le monde, dans une boîte qui s'appelait OHAL à l'époque, qui se spécialise dans la mesure de l'impact de la publicité. Et après 10 ans, vous décidez de rentrer en Tunisie. Absolument. Je rentre en Tunisie et on monte avec Firas, mon cofondateur, notre business Mass Analytics, qui justement fait la même chose que je faisais avant, mais with a twist. Donc avant, j'étais conseillère dans le sens où on prend les données de nos clients et on fait ça en mode conseil. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire avec Firas au début, c'est de créer une technologie qui permet justement aux entreprises de faire ça par eux-mêmes. Donc c'était un peu l'innovation qu'on a apportée au domaine du marketing mix modeling. Et là, c'est le couple qui rentre avec plein d'ambition et qui se dit « Waouh, ça y est, j'ai acquis une expérience dans le mix marketing modeling. Voilà, donc je vais développer ça en Tunisie et je vais donner ça aux entreprises tunisiennes. » Oui, on a un peu parlé de ça. Ouais, oui, mais c'était l'ambition, parce que l'ambition, c'était de vendre en Tunisie, de vendre dans la région MENA aussi. Donc, c'était ça l'ambition.
Mais par rapport à ça, justement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en première partie, mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment est-ce qu'on vit ces 5 années d'échecs, pratiquement. C'est-à-dire, il y a une incompréhension, on sent que c'est next big thing, que c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais on n'arrive pas à faire tourner le business et ça tourne petit à petit. C'est quoi les skills mentaux qui vous ont permis de résister? You've pointed the right thing. So, quels sont les skills mentaux? Justement, il faut avoir les skills mentaux pour faire ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, parfois je pars en coaching pour les entrepreneurs, je dis pour être entrepreneur, il faut avoir le skill, il faut être fou, il faut avoir le skill mental. Je vais dire quelque chose que peut-être les gens, certaines personnes n'aiment pas entendre, surtout les jeunes. J'avais parlé à mon étudiant hier, et je lui ai parlé de ça parce qu'il a monté sa propre boîte aussi. Je dis voilà, il faut avoir de la résilience, et pour avoir de la résilience, il faut avoir vu beaucoup de choses dans le passé. Donc moi, quand je montais ce business et Firas, same thing, on n'avait pas 24 ans, on n'avait pas 22 ans, ok, on était beaucoup plus âgés que ça. Et on a occupé des postes très seniors, là on était à Londres, ok. Et donc ça te forge. C'est une expérience. It was a roller coaster parce qu'on sait que la crise de 2008, Firas, il travaillait à Lehman Brothers. Donc Lehman Brothers, c'était la banque qui a collapsé. Donc on a vécu tout ça. Et Firas est aussi ingénieur télécom, d'accord. Et on a aussi vécu la crise de 2000. Donc on a vécu toutes ces crises-là. Et donc tu sais que en ayant cette expérience-là, tu as cette résilience et tu sais que même si ces 5 ans n'étaient pas ce qu'on voulait, et on savait qu'il y avait toujours de la lumière au bout du tunnel. Et peut-être si on n'avait pas cette expérience-là, on n'aurait jamais eu ce skill mental justement pour persévérer et pour aller de l'avant et pour recréer et pour changer et pour aller frapper sur d'autres portes et oublier un peu l'échec qu'on a eu en Tunisie et essayer de trouver notre lac au niveau des marchés internationaux. Donc pour moi, ce skill mental est très important. Et peut-être aussi le fait qu'on était à deux, ça aide énormément parce que parfois, il y avait beaucoup de down pour moi et donc lui, c'est lui qui me liftait. Et parfois, il avait aussi ces moments de down, beaucoup moins que les miens, depuis completely honest, mais en tout cas, j'étais là pour le lifter. Donc, quand on était à deux, ça aide énormément parce que l'entrepreneuriat, c'est très solennel, d'accord? Quand tu le fais à un, c'est très difficile. On était à deux, ça aidait et le skill mental, ça s'est développé justement à travers les années d'expérience qu'on a eu dans le passé parce qu'on en a vu des crises dans nos boulots, hein. On a eu des licenciements dans nos équipes. Même nous, à un moment donné, tu sais pas si tu vas garder ton boulot ou pas parce que c'était la crise, etc., etc. J'ai vu des collègues à moi qui ont été licenciés devant moi. Donc, on a vécu tout ça. Et ça te donne de l'expérience. Ça te forge. Ça te forge. On devait en parler par la suite, mais je vais aborder là maintenant tout de suite le sujet. Créer une entreprise avec son mari, le voir du matin au soir, c'est comment en fait? En tout cas, dans mon cas, c'était pas le fait que je vois mon mari du matin au soir. Mais je crois que ce qui n'a pas marché le plus au début, c'est le fait que moi, je viens d'un environnement business, études business. Firas, il vient d'un milieu ingénieur. Et on sait très bien que les ingénieurs et les business ne parlent pas le même langage. Donc, il fallait passer par plusieurs itérations pour qu'on comprenne le périmètre, le territoire et le skill de chacun. Une fois on est arrivé à faire justement ce mapping-là, la collaboration est devenue beaucoup plus fluide. Donc pour moi, c'était pas le fait qu'on soit ensemble tout le temps. Parfois, je le vois jamais pendant le boulot. Donc c'est pas ça, mais c'est juste quand on est en réunion, quand on a des opinions divergentes, comment je peux accepter son point de vue et comment il peut accepter mon point de vue, étant donné qu'on vient de deux raisonnements et de deux écoles différentes. Une fois on a compris ça, parce que au début, on n'arrive pas à comprendre c'était quoi le problème. Donc, on a passé beaucoup de temps pour faire le diagnostic. Et une fois on a fait le bon diagnostic, là, on a apporté le remède qui a fait qu'aujourd'hui, on peut coopérer, collaborer d'une façon beaucoup plus fluide que les premières années. Alors, j'ai décortiqué votre Facebook et votre LinkedIn. C'est pas encore Fast and Curious, mais j'ai trouvé une phrase quand même intéressante. Le 1er mars 2023 sur Facebook. Non, vous n'allez pas vous rappeler, mais bon, que je vais vous la lire. Personne ne nous a rien donné, on s'est battu pour être là où on en est, et c'est pour cela qu'on est très fiers
3 secrets de la réussite, le travail et puis le travail. Pour moi, la seule façon de réussir, c'est le travail. 2 jours avant, je donnais un cours dans une université que je salue aussi. Et puis un étudiant dit, voilà, on veut avoir beaucoup d'argent, on veut pas travailler. Et donc j'ai carrément coupé le cours. Et on a commencé à parler sur une tangente pour leur faire comprendre la valeur du travail et que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas réussir et que si tu as de l'argent facile, tu vas pas être content, tu vas pas être proud of yourself. Donc je crois que on a parlé de ces 5 années, d'accord? Ces 5 années, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on travaillait des 16 heures et des 17 heures par jour et on n'a pas lâché parce qu'on sait deep down que ce travail-là, ce travail colossal qu'on était en train de déployer avec nos équipes aussi, et on s'est dit que impossible que ces efforts-là qu'on a déployés pendant 5 ans, que ça va finir par the closure of the company. Pour nous, c'était impossible qu'on croie à ça. D'ailleurs, autre chose aussi. Moi, je suis anglaise. Mon mari est anglais. Et je te dis que pendant les 11 dernières années, on n'a jamais réfléchi une fois à partir ailleurs parce que justement, on n'arrivait pas à s'insérer à ce milieu tunisien. Pour nous, on devait réussir. Il n'y a pas d'autre solution. Et on savait que quand on fait autant de travail avec l'équipe en place, il faut qu'on réussisse. Il y avait pas d'autre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça, parce qu'en fait tu travailles, et sûrement un jour tu vas cultiver le fruit de ce travail-là. Donc j'y crois énormément. Bien, bah écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à l'autre étape. C'est le jeu Fast and Curious. Yes. Première question. Leïla ou Ramla? Ramla. Comment tu as su ça? Vous en avez parlé dans une interview sur une radio. Oh là là. Ramla. Je préfère Ramla maintenant. Oui, je préfère Ramla. D'accord. First morning coffee ou nice cup of tea? Morning coffee. Morning coffee. Pourtant, 10 ans à Londres. Et là, je dis sorry, Mark, but no cup of tea. It's going to be morning coffee. No. Française. Dans ça, je suis française. Acide zgougou ou noisette? Zgougou. Anchored. The right one. The right recipe. Donc, l'original. Parce que si vous allez faire un tour du côté de sa page Facebook, vous allez trouver plusieurs photos de Acide. Oui, parce que mes amis, bless them, ils m'apportent de l'acide, parce que je ne cuisine pas malheureusement, mais j'ai de bonnes amies qui m'apportent toujours de l'acide. En Angleterre, vous faisiez comment? Il n'y a pas d'acide. C'est pour la date. Il n'y a pas d'acide. Sorry. Sorry. Alors, 2 expressions. Think globally, act locally ou l'herbe est plus verte ailleurs? The first one. But it depends. Je crois qu'il faut toujours avoir de grandes idées. Je ne veux pas le lier à local ou global. Il faut avoir de grandes idées et il faut jamais s'arrêter. Il faut jamais dire que on peut pas faire quelque chose. Donc je crois que il faut toujours regarder les personnes qui sont, les marques, les personnes, les pays qui sont meilleurs que toi et essayer de climb your way to. And if you make it, si tu atteins un certain niveau, il faut pas te dire que non, tu as tout su. Non. Ça veut dire que ça, c'est une étape. Il y a une autre étape sur laquelle tu dois travailler pour justement atteindre une autre étape. Et c'est comme ça que je vois la vie. Je crois que tu dois toujours être en poursuite de l'excellence. Il n'y a pas un âge où tu dois t'arrêter et te dire, voilà, j'ai tout su, j'ai tout essayé, je suis la meilleure dans tout. Non, pour moi, ça n'existe pas. À chaque fois que tu franchis une étape, une autre étape va s'ouvrir et tu dois être prêt pour justement entamer et fight les challenges de la nouvelle étape. Et c'est ce qui me donne cette énergie. Les gens me disent, Ramla, tu as beaucoup d'énergie, tu as beaucoup de passion. Et ma passion, c'est en fait là, dès que je découvre qu'il y a quelque chose que je ne sais pas encore, ça me donne beaucoup de passion pour la connaître et pour justement la démystifier et travailler sur la chose en fait. Pourtant, l'exemple que vous avez choisi, vous l'avez complètement fracassé parce que quand on dit acte localiste, c'est-à-dire aie du succès sur ton marché, et développe-toi par la suite, et pense et développe-toi. Alors vous, manifestement, vous avez monté votre business ici, ça n'a pas marché, vous avez acté locally, et normalement, une autre personne, entre guillemets, censée, aurait fermé. Vous, non, vous avez dit, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Justement. Et c'est ça qui a marché. Justement, ce qu'on a essayé de faire dans ce cas-là, c'est de dire, voilà, peut-être que ça n'a pas marché localement, mais on a la confiance qu'on peut faire le global sans pas forcément passer par le local. Et c'est ce qu'on a fait. Okay? Donc, l'herbe est plus verte ailleurs, mais encore une fois,
je dis qu'il y a 2 marques qui ont cru à nous et je le salue encore une fois. Ça veut dire qu'il y a we can do things locally, but again, le problème aussi en Tunisie, c'est que c'est un petit marché. C'est un petit marché et que tu ne peux pas vraiment réussir si tu te concentres seulement sur le marché tunisien. C'est un petit marché. Bon, là, je vais prendre un risque. Je vais essayer un truc, mais je suis pas sûr du résultat. Massive Attack ou Mass Hysteria? Que dois-je répondre? C'est sûr. Massive Attack, donc groupe des années 90 qui fait de la musique électro-ambiante, et Mass Hysteria, groupe franco-algérien de métal français. Bon, la deuxième, je saurais pour te dire pourquoi. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Ramla Jalal. C'était un plaisir d'y parler avec vous, très instructif. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et surtout, je vous dis encore une fois, bravo, parce que cette résilience, on comprend finalement Hannibal et tous les Tunisiens qui sont partis se battre à l'étranger quand ils n'ont pas trouvé de succès en Tunisie. Ibn Khaldoun, voilà quoi. Donc quelque part, vous perpétuez cette tradition. Non, mais c'est pas grave. Je dis que c'est pas grave. Justement, il faut se soulever, il faut trouver l'énergie pour aller de l'avant. Peut-être un dernier message que j'aimerais dire à nos jeunes. Le mot de la fin, justement. Dire à nos jeunes, à cette nouvelle Gen Z. Il faut beaucoup de travail pour réussir. Il ne faut pas seulement croire ce qui se passe sur TikTok, ce qui se passe sur Instagram. Il ne faut pas seulement regarder le tip of the iceberg. All the people, toutes les personnes qui ont réussi ont beaucoup travaillé. Il faut monter aussi l'échelle de la réussite avec petit à petit. Donc, il n'y a pas une réussite qui va venir du jour au lendemain. Il faut être résilient. Il faut accepter l'échec. Il faut toujours aller de l'avant et déployer beaucoup de travail pour réussir. C'est mon mot de la fin, en fait. Merci beaucoup, Ramla Jalal. Merci à notre hôte, la galerie Musk & Amr, qui nous a accueillis ici même. Nous remercions également la marque de vêtements Spadadi Battaglia. Remerciements partenaires de l'émission. Cette émission a été préparée et réalisée par Selim Hafseya. Moyen technique, please.tn. On rappelle aussi que cette émission est diffusée sur les chaînes Facebook et YouTube, le Club Entrepreneur Télé, également sur les pages de notre partenaire média Entreprise Magazine et le site web leclubentrepreneur.tn. Au revoir. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. C'était Entrepreneur à la une avec WFCash. مع WFCash عشرتنا خير.